kitlesel adetsite enfui. O zaman biz hani sorumuzu soralım. Y a-t-il entre le capitalisme et la religion, d'une part en général et en l'occurrence le christianisme, tel qu'il est évalué donc au 15e, 14e, 15e siècle, donc à partir de la réforme, dans des pratiques sociales, dans le praxis, dans le mode de production, et rapport à l'objet, à la production et à la valeur. Vous voyez, l'analyse commence. Quel serait-il s'il y en a une aldecticité enfuie, donc ce n'est pas visible, ce n'est pas clair, distinct, mais un travail souterrain, enfui, souterrain, et qui lierait ces pratiques complètement modernes, nouveaux, à la valeur, à l'objet, à autrui, intersubjectivité, et la religion, sans dogme comme rite. Qu'est-ce que ça veut dire, rite? Je comprends par le rite, c'est la formalité. Voilà. Çok zor, yani çalışılmamış, bakir, daha doğrusu işte beraber çalışmış ama biz fenomenolojinin kavramlarıyla, yeni felsefenin bakış açısıyla problemleri sunduğumuzda, geçen haftaki ders neydi? İşte krizis. Crise des sciences européennes et les pratiques de connaissance, notre rapport à la science, non pas seulement des hommes scientifiques, mais de l'homme moderne. Voilà. Maintenant, vous êtes sur le chemin peut-être là où nous sommes restés la semaine dernière. Alors, si on ajoute troisième référence d'Émile Benveniste, Dicke, ius, la justice, le droit, le droit. Donc, ce n'est pas un philosophe, c'est un philologue contemporain, donc un linguiste, comparé, disons. Ce n'est qu'une deux articles, Dicke et Ius, le livre, donc, sous titre, c'est intéressant, n'est-ce pas? Pouvoir, souveraineté, les modes de souveraineté, dans l'ère des institutions indo-européennes. Et le droit, l'évolution des droits, des actes juridiques, des pratiques juridiques, et la religion. Vous voyez, c'est une véritable contribution à notre discussion. Et il y a, moi je n'ai que ces photocopies sous la main dans notre bibliothèque, et ça existe, de tomes de Émile Benveniste, c'est-à-dire il y a des considérations, autres considérations à propos, c'est-à-dire, si je me souviens bien, sur l'argent, valeur, donc monnaie, valeur fiduciaire. Donc, une certaine évolution à partir de la philologie et donc la langue, et en tant qu'elle renvoie à des pratiques en évolution historiquement dans le champ des institutions européennes. Donc souvent il parle de indo-persane, c'est-à-dire la langue persane, comme sanskrit fait partie de cette grande famille de langues dont la langue turque est exclue. Vous voyez?
Donc, le domaine de recherche est limité à cela. Et ce n'est pas nouveau comme domaine de recherche. Donc, la Rome, monde gréco-romain et l'Europe, jusqu'à l'Irlande, Occitan, allemand, toutes les langues européennes sont de la même famille. Donc, leur institution aussi a des liaisons. Et revenons à ce qu'il disait en citant Gérard Granel, Félix Cattal. Gérard Granel, dans cet article de Husserl dans l'Encyclopédie Universalis, selon la citation de Félix Cattal, il disait que nous sommes aujourd'hui, donc nous les Européens, nous sommes, que nous sachions ou pas, que nous voulions ou pas, nous sommes en train d'unifier la terre entière et les peuples dont les peuples qu'elle porte, que la terre porte, dans une production de la raison pure et dans la conscience propre, tel que je me suis souvenu de la citation. Donc, nous les Européens, ici, en XXe siècle, donc l'article est écrit en 1999, donc le capitalisme tardif, nous sommes en train de faire quelque chose. Si nous savions ce que nous faisons ou pas, ce n'est pas très important. Il y a des choses que nous savons. Nous avons de diverses intentions en faisant cela, c'est-à-dire dans l'expansion universelle globale du capitalisme et accompagné de valeurs européennes, mode de vie, démocratie, tout ce qui comporte, qui suppose comme condition préalable pour qu'il y ait un échange mondial des biens dans une marché libéral, donc n'est pas étatique, des investissements en vue des intérêts personnels, non pas pour le bien commun. Voilà. Gérard Granel, enfin, s'il dit ailleurs quelque chose sur le sujet, je ne sais pas, mais il parle de la production de la raison pure dans son pur et de la conscience dans son propre. Conscience propre, moi je comprends ça, autonomie de la conscience. Un bon citoyen raisonnable, responsable, qui accomplit ses devoirs et exige un droit, un état de droit, etc. Une conscience propre, autonome, libre de penser. Comment dirais-je, quelqu'un qui a quitté les superstitions religieuses, les dogmes. Il n'est pas superstitieux, il a une conscience propre, une conscience de soi, et normalement, il devrait savoir ce qu'il fait. Hein. Mais au début de la phrase, il disait, Granel, que nous sachions ou pas. Nous sommes en fait.
le noyau de la phrase, c'est-à-dire la réponse à la question qu'est-ce que nous faisons, que nous sachions ou pas. Nous unifions la terre et le peuple où ils vivent. Unification, c'est le noyau. Noyau, le sens précis de la phrase. Donc, de la diagnostic. Nous unifions. Donc, il parle de la globalisation. Une certaine pratique de l'universalité, qui n'est pas la même chose dans la philosophie universelle, universalité, en vue de l'universel, etc. Vous voyez? Et comment ça se fait que, qu'est-ce que ça veut dire cette alternative? Et si nous sachions ou pas, si nous le voulions ou pas, qu'on veuille ou pas, qu'est-ce qui dirige alors cette conscience propre si nous ne le voulons pas? Exactement ça et ses conséquences médiates, immédiates, prévues, imprévues, parce que nous connaissons, nous ne savons pas d'avance. Nous avons des postulats. Qu'est-ce que nous disons les Européens? Avec nous apportons la liberté, une vie démocratique, des gens éclairés, libéralité dans les sociétés européennes, non indo-européennes. Enfin, l'Iran, effectivement, fait partie de cette famille linguistique, mais vous voyez, actuellement, au moins, absolument pas, l'Iran ne fait pas partie de cet ensemble, ni tout à fait l'Inde. C'est encore un cas intéressant. L'Inde, après le colonialisme, pendant le colonialisme, est-ce qu'il y a une Inde unifiée, etc. Donc, est-ce que les langues fait partie d'une famille de langues peut expliquer tout? Ça aussi, on peut le discuter. C'est une idée directrice de recherche, etc. Bon, mais il y a un cas Iran et il y a un cas justement Inde. Mais archéologiquement, effectivement, il y a. C'est pas une hypothèse vide. Et la différence des Arabes et des Persans, c'est éclatant. Ça, c'est mon débat que j'ai poussé ailleurs. Mais ça fait partie de ce grand problème. Est-ce que les Iraniens, en faisant partie de cette grande famille, est-ce qu'ils sont au courant exactement? En plus, les Kurdes aussi, ils font partie de cette famille, des langues européennes, et non pas tout. Ce n'est pas le centre de mon sujet, mais je vous esquisse le problème. Donc, l'universalité est certaines régions aires de culture, aires de familles, grandes familles, ça, c'est la science sociale. Et la philosophie, jusqu'à très peu de temps, ne parlait absolument pas de ces régionalismes ou des centres de pouvoir, etc. Il distinguait ce qui est particulier et universel, singulier, particulier, universel. En plus, chez Kant, ce sont des catégories.
bon, ça c'est très grande hypothèse. Euh, aucune de, enfin, chaque texte que c'est pas limité avec ces 3 textes, mais chaque texte d'une manière ou d'une autre élabore ou présuppose, voilà. Et il faut choisir une problématique dans tout ça. L'un des trucs intéressants, c'est il y a une aidéticité enfouie, s'il y en a, apparemment. Il devrait y avoir. Autrement dit, est-ce qu'il y a un sens dans tout ce que nous faisons? Nous faisons parce que nous sentons obligés de le faire. Qu'est-ce qui nous motive d'être dans ce genre d'activités, y compris les académiciens? Hein, nous ne sommes pas capitalistes, mais nous vivons dans un monde capitaliste. Nous faisons partie de ces pratiques-là. Donc, une question de catégorie sociale concerne peut-être un prolétariat aussi, c'est-à-dire la conscience que la prolétariat aura de ses conditions de vie, ou une intellectuelle. Voilà, cette précaution prise dans la parole de Gérald Bonnel, que nous sachions ou pas, que nous voulions ou pas, c'est très important pour nous. Et d'autre part, troisième chose, aidéticité enfuie. Enfuie, par définition, aidéticité, il y a des manifestations des aidos, des mouvements similaires des aidétiques, mais elle-même, aidéticité, n'est pas visible. Ça peut rendre visible, ça peut donner lieu à des pratiques de manifestations. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que la question simple, est-ce que nous savons chaque fois ce que nous faisons? Et entre les intentions exprimées et intentions enfouies, il y a une distinction. Il faut faire des distinctions entre les différents types d'intentionnalité et tout simplement des non-intentionnalités. Je n'aurais aucune intention de faire du mal en prêchant, c'est un exemple ce que je veux dire, en prêchant une société libérale, démocratique, un état de droit. Je ne veux, en tant qu'Européen, etc., je ne veux pas du tout faire du mal aux autres. Si c'est débrouillé autrement, c'est le droit de choisir l'avenir, un mode de vie, mais unification comme impératif. Le mot unification, c'est encore approximatif peut-être. Le monde, est-ce que nous faisons ça? Nous participons à l'unification peut-être. Si nous voulons ou pas, nous participons. Mais nous ne unifions pas le monde peut-être de manière complètement intentionnelle. Non. Ce que nous faisons, nous le faisons. C'est-à-dire, et les conséquences de ce que nous faisons ont des impacts viraux. Donc, ça contagieux, ça expanse. Ça, c'est plus juste.
comme peut-être explication, et quel type de choses, tout type de pratique, et qui, en dernière instance, décide de leur est-ce qu'il y a une instance qui peut décider si il y a des centres de pouvoir, il y a des droits, il y a des juges, il y a une opinion publique qui dit que c'est bien, c'est souhaitable, ça, il faut leur donner une chance, ça va, ça passe, ça, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais les gens, ils ont le droit de s'essayer dans ce domaine-là. Et les autres types d'activités, quant à elles, il y a des jugements que bon, c'est haïssable, c'est honteux, c'est inhumain, et c'est mal, c'est pas utile, c'est vide, c'est vain. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux de jugements qui décident. Et il y a des conflits de jugements, bien sûr. Ça, on peut élargir ce panorama, description de cet état de choses qui est notre modernité, plus ou moins éclairée, à condition que nous sachions ce que nous faisons. Sans trouver une ligne directrice, justement une certaine eidéticité qui ne sera pas immédiatement visible, mais qui sera enfouie, et que la philosophie, en particulier la phénoménologie, aura la tâche de chercher et de ressortir l'essence même. Le sens est l'essence même de ce que nous avons commencé depuis longtemps, disons depuis la cité grecque antique. Et nous sommes dans une direction sûre avec les discontinuités et en plus avec la foi éclairée ou religieuse, mais réformée, éclairée, donc qui nous réconforte les esprits, qui réconforte les esprits et qui donne une conscience éveillée ou tranquille, calmée ou agitée. Donc nous ne sommes pas des machines, nous sommes des gens qui espèrent rester. Il peut y avoir une sorte d'idéologie, mais une idéologie dominante qui devrait donner la couleur définitive peut-être de ça. Voilà. On peut comprendre des autres choses, des eidéticités enfouies. Si on pense un moment à intuition eidétique, c'est une sorte d'intuitionniste, rationaliste, mais c'est plus antérieur à l'acte de raisonner. Eidéticité, c'est sans s'apercevoir, c'est comme aperception immédiate, aperception transcendantale, c'est quand peut-être c'est plus proche à une sorte d'aperception transcendantale. Voilà, qui donne occasion à des, comment dirais-je, à des remplissements de sens, donc actualisation de certains potentiels des lignes. Voilà. Pourquoi on parle de ça?
Parce que nous ne sommes pas un appareil photographique qui est défini une fois pour tout à des types d'objets fixes, stables, définis, quoique quand on les appelle le monde phénoménal, donc tout objet, object en allemand, tout objet est d'une part sensible et d'autre part, donc conséquence, résultat d'une intuition sensible et une formation de catégorie. Mais chez Kant, il y a le mot object et Gegenstand. Gegenstand n'est pas un objet complètement, mais ce qui correspondrait dans notre visée intentionnelle vers un type d'objectivité, et là, il serait dessiné quelque chose comme Gegenstand, qui veut dire en français, ce qui sous-tend devant, face à moi. Face. Gegen veut dire contre, stand. Justement, c'est comme avec des cités enfouies, stand. C'est comme substance. Stand, ce qui sous-tend. Donc, mon rapport à des objets n'est pas statique, d'une part défini par les privilèges d'un certain type d'objet, d'autres d'objectivité. Il y a des objets objectals, objectaux, et il y a des objets incorporels, je dirais. Voilà, je prononce un mot de la philosophie stoïque sur lequel Émile Bréhier a consacré un livre Théorie des incorporels dans l'ancien stoïcisme. Donc, il n'y a pas le mot objet, mais objet intentionnel, c'est le concept de Husserl. Donc, théorie des incorporels. Déjà chez les stoïciens, il faut lire à propos, d'abord le livre de Deleuze, Logique du sens, très difficile. Mais à la fin de ce livre, plus abordable, similaire, je crois, chez Lucretius. Lui aussi, il fait partie de l'école stoïque épicurienne. Ce que je voulais dire, en fait, Gegenstand, object, c'est pas la même chose. Gegenstand, en turc, on dit mukabil. Et c'est très important de diversifier, distinguer de types d'objets, de types d'intentionnalité. Et en plus, je me répète, de certains actes qui ne sont pas du tout intentionnels ou contre mon propre intention. C'est pour ça que je trouve intéressant quand même la phrase de Gérard Vernel, que nous sachions ou pas, que nous voulons ou pas.
voulions ou pas, ça, il ne faut jamais oublier, parce qu'il y a Jacques Derrida qui a critiqué sur ce point Roussel. Et Gérard Bernal, il connaît bien l'œuvre de Jacques Derrida. Donc, enfuir, pourquoi pas, c'est un concept psychanalytique aussi. Concept psychanalytique, c'est quoi? Refoulement. Est-ce que nous connaissons ce que nous refoulons ou ce qui est déjà refoulé, que nous sachions ou pas refouler, mais garder. Donc, ce n'est pas supprimer, peut-être que l'intériorité, le contenu vidé, supprimer, la forme en est gardée. Je fais hegelianisme maintenant, en fait. Et la forme en est gardée pour occasionner une autre intériorité plus spirituelle chez Hegel. Donc, ces opérations-là, dans la dialectique hegelienne, dans le mouvement d'Af et Wung, relèvent et prises en compte. C'est une autre manière de penser le refoulement et de dévoilement. Donc, on ne se... Aufhebung veut dire à la fois aufheben, c'est-à-dire relever, c'est-à-dire supprimer, mais dans un niveau plus haut. Dans la psychanalyse, on peut le comparer schématiquement à la sublimation. Quand on sublime quelque chose chez Freud, alors on ne le détruit pas, on le voit vaguement pour en changer radicalement la valeur pour nous et pour les autres, les rendre plus acceptables, etc. Donc il faut penser à toutes ces opérations et ajouter l'idée d'identité enfuie, toutes sortes de refoulements, refoulés, et diviser la conscience, acte de conscience, acte des intentionnalités, type d'intentionnalité, type de constitution de divers types d'objets, etc. Donc, en faisant vaguement comme ça, moi, phénoménologie et hegelianisme, un peu psychanalyse, j'essaie de montrer le champ de recherche qui était déjà entamé chez Kant, n'est-ce pas, dans la première critique, intuition sensible, schématisme de l'entendement, schématisme, catégorie de l'entendement, etc. Donc, schématisation d'un chaos, ici, chez Nietzsche, Heidegger, fait partie de ce grand problème. La réponse est autre chez Kant. La doute, le doute. Nietzsche, c'est autre chose. C'est-à-dire, d'où viennent ces champs? Est-ce qu'il y a une Genesis des champs? Là, dans le titre, il y a une exquise de réponse qui disait schématisation d'un chaos conformément à un besoin pratique, une praxis qui
sous-tendre l'acte de schématisme transcendantal. Donc, la signification de cet adjectif transcendantal, c'est ça fonctionne comme a priori. Ça se constitue, bien sûr, très réflexif. Jean-Paul Sartre avait préféré le mot très réflexivité, mais ce n'est pas suffisant apparemment, parce qu'on est vraiment très très en avant de la réflexivité peut-être. Moi, j'essaie de vous montrer dans ces diverses philosophies une certaine continuité d'une part entre les concepts et les problématisations. Ce qu'on problématise sur le concept de schématisme transcendantal chez Kant et chez Nietzsche, et connecter cette fois-ci avec nos pratiques, nos priorités. Donc, ce qui s'ouvre devant nous comme un horizon d'objectivité qui nous attire, qui nous force à détendre des positions une fois dévoilées. Ça, c'est la description de Heidegger. Une certaine, non pas la recherche d'une réconciliation entre Kant et Nietzsche, mais trouver une liaison entre leurs problématiques. Bon, participer à la discussion avec, cette fois-ci, avec cette théorie de dévoilement, d'ouverture, etc. L'homme est l'homme dans l'ouverture de ce rapport. S'interroger sur ce qu'est la connaissance humaine revient à vouloir connaître le connaître même. Bu da bir retorik yapıyor. Yani bu absürt bir şey gibi geliyor insanlara. Connaître le connaître. Car pour l'homme, connaître n'est rien de ce qu'il lui arriverait seulement de connaître à l'occasion, ni de ce qu'il reconnaît quand il va jusqu'à se livrer à l'élaboration d'une théorie de connaissance. Yani insanlar bilmek için teoride konnesansa ihtiyaç duymaz, onu beklemez. Bilmek için, şunu ya da bunu bilmek için bilmek nedir sorusunu sormazlar. Onlar bilirler. İnsanlar bilir. Mais dans le connaître même réside le fait que le connaître, c'est déjà reconnu soi-même. C'est déjà reconnu soi-même. Dans le connaître même réside le fait que le connaître, c'est déjà reconnu soi-même. Şu ya da bu şeyi bildiğimiz zaman orada zaten bilme eyleminin ne olduğunu biliriz gibi bir şey. Bu topoloji şüphesiz. Yani biliriz ama o biliş yolundan biliriz. Bilmenin de o olduğunu düşünürüz.
bildiğimiz an zaten nasıl bileceğimiz konusunda bir şey zaten gelip oraya yerleşmiştir. Bu cümleler iyi okunmazsa saçmalığının daniskası gibi ama zaten o da fark ediyor ki neyse o espriye gelince Baron de Münchhausen'ın esprisini yapıyor. Se présenter l'état en tant que tel, ben objektifte, tip obje falan dedim ya, Heidegger lisanında şimdilik bu l'état. Se représenter l'état en tant que tel n'est point un processus qui ne ferait que se dérouler, pour ainsi dire, accidentellement chez l'homme, mais un comportement dans lequel l'homme se tient de telle sorte que l'homme se tient dans telle sorte que le fait de se tenir dans ce comportement expose l'homme dans l'ouvert de ce rapport. Et ainsi comporte son être homme. Yani biz bildiğimizde zaten bir teorik connaissance orada işlerliktedir. Bu bizim nasıl durduğumuzla alakalıdır. Sötönüyü bir açıklık oluşmuştur. Yani bu tesadüfen bize açılan dünya falan değil. Bu işte yani yani dünyanın bugünkü dünya dediğimizde. Yani ufak bir yorum katayım. Hani çocukluğun çok erken yaşlarında çok hızlı bir şekilde bu dünyanın ne, bilginin ne olduğu bize öğretilir. Sonra okulda bu devam eder. Olmadı günlük yaşam içinde düzeltilir. Bilgi bu hale gelir. Buymuş deriz. Gibi bir aktif mi, pasif mi konstrüksiyon mu? Sürekli müdahil olan ebeveynler vesaire ve dünyanın düzeltilmesi. Böyle bir irrefleşi bir konnet içinde buluruz kendimizi diyebiliriz. Bu kafa une sorte très reflexivite mais irrefleşi dair. Neyin nasıl bittiğimizi, bilgimize nasıl açıldığı konusunda herhangi bir refleksiyon geliştirmek için bu bize bir şekilde konstitüye edilmiş olursa en quoi l'on trouve que dans le comportement du présenté par rapport à l'état, l'homme du même coup se comporte déjà par rapport à soi-même, avec ou sans théorie propre, avec ou sans réflexion sur soi-même. Cevap bizim sorularımıza değil mi? Bir refleksini refleksif. Avec ou sans réflexion sur soi-même. Yani bunlar Hegel tarafından kazanılmış bir şey, ne diyelim, otokonsiyans analizi nihayetinde, refleksivite analizi. Kant'a itiraz ettiğinde Kant'ın bilgi teorisine Hegel zaten bu benim dolayımı conscience de soi, yani her bilgi, her şeyden önce une connaissance concernant une chose, un objet, est d'abord une conscience de soi. Bu slogan haline gelmiştir. Hegel bu slogan haline gelen düsturla tüm bunları zaten söylemiş olmuştur. Heidegger şimdi onu tekrar ediyor bu aşamada. Toute connaissance d'objet, tout d'abord une
conscience de soi. Il n'y a aucune connaissance possible de l'objet s'il n'était déjà précédé d'une certaine conscience de soi-même. Şimdi daha biraz ileri yol almış